Causerie Saisie. Causerie Saisie, un cycle de conférences depuis 9 ans maintenant qui vous propose chaque mardi de 13h à 14h voilà, des thématiques diverses et variées de fin octobre à fin avril. Donc on en a de 24 à 26 par an avec des causeurs toujours plus passionnants voilà, qui viennent vous apporter des connaissances, des outils. Le concept des causeries, c'est quoi ? C'est vraiment ne pas forcément faire partie de votre cahier des charges, mais vous apporter des connaissances, une culture générale, profiter voilà, d'ouverture d'esprit de votre part, que ça soit pour votre avenir professionnel ou personnel. Sachez qu'aujourd'hui, voilà, apprendre à apprendre, aller chercher des connaissances dans tous les domaines, c'est ça qui fera de vous voilà, un meilleur professionnel et une meilleure personne tout au long de votre vie. Donc, on vous apporte ça. On espère que chaque année, voilà, vous trouvez l'intérêt à travers ce concept. Aujourd'hui, je vous reçois. On a Madame Batossi qui... j'ai oublié la zapette. Madame Batossi qui est là pour vous parler d'un sujet extrêmement d'actualité, hein. La taxonomie environnementale, l'Union européenne face au greenwashing. Alors ça peut paraître encore un peu barbare pour certains, elle est là pour vous éclaircir tout ça. Les causeries, c'est aussi un moment d'échange. J'en parlais avec les personnes en présentiel juste avant. Des questions peuvent être posées tout le long de la causerie, soit en levant la main, et je viens vous apporter le micro pour que l'ensemble des personnes qui nous regardent à travers l'écran puissent entendre vos interrogations, mais aussi, vous qui nous regardez, envoyez toutes vos interrogations à causerie au pluriel idfc tout accroché @cesi.fr. Je rappelle, causerie au pluriel idfc accroché @cesi.fr. Et je me ferai porte-parole de vos questionnements. Écoutez, on va intégrer Madame Batossi donc dans cette causerie. Merci à elle d'être là aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir. Elle nous vient de KPMG Munich, exprès pour vous. Un aller-retour. Donc voilà, un grand merci à toi et puis une très bonne causerie. Ton micro, je crois, juste là. Et n'hésitez pas, donc, pour les questions. Une bonne causerie à tous. Merci Héloïse et bonjour à tous. Vous m'entendez tout au fond ? Merci à tous d'être là. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette causerie, pour vous parler du thème ESG et de la taxonomie environnementale. Donc l'ESG, quand on parle d'ESG, on parle de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous en avez probablement ou peut-être entendu parler déjà. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est la contribution que font les entreprises au développement durable. Cette responsabilité sociétale, elle est qualifiée et quantifiée à partir des critères E, S et G. Donc ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Donc on parle de l'impact que l'entreprise a sur le changement climatique, par exemple, l'impact que, en retour, le climat a sur la stratégie, sur le développement de l'entreprise. On parle de l'impact aussi qu'a l'entreprise sur la société. Donc, par exemple, est-ce que les salariés sont payés de façon juste ? Est-ce que le gap entre la rémunération des femmes et des hommes est en train d'être comblé ? Et on parle également de gouvernance des entreprises. Donc, pour vous parler de ce sujet, 2 petites règles pendant cette causerie. Donc les téléphones portables sont vivement recommandés pour les petites questions, le petit sondage que je vais vous proposer. Et les siestes digestives sont... Voilà, c'est comme vous voulez. Donc pour vous parler de ces 2 sujets, comme disait Héloïse, je suis Atina Batossi. Je fais partie du groupe KPMG et je travaille dans les bureaux de Munich. Je travaille sur du conseil aux entreprises sur les thèmes ESG. Je suis également ingénieure. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les industries automobiles et ferroviaires. Donc je suis ingénieure mécanique et maintenant je travaille sur toutes ces questions ESG. Donc sans plus attendre, vous pouvez sortir vos téléphones portables pour participer à ce premier sondage. Vous allez sur le site menti.com et vous entrez le code 48 41 85 0.
Je vais afficher le sondage à l'écran. Le code, c'est 48 41 85 0. Je partage à nouveau. Vous avez accès à la première question. Donc la première question, c'est 48 41 85 0. 48 41 85 0. Ah bah, très bien. Merci. Oui. Pardon ? Encore 10 secondes et on passe à la deuxième question du sondage. Et la deuxième question, c'est vous, en tant que client de marque, en tant que client d'entreprise, qu'est-ce que vous pensez des entreprises dans lesquelles vous consommez des produits ? Plus que quelques secondes et on passera. Je laisse les dernières personnes voter, mais je commence tout de suite l'analyse de ce petit sondage. Donc, autant vous faites confiance aux entreprises dans lesquelles vous travaillez, plus ou moins, on est à peu près à 7. Autant vous ne faites pas confiance aux entreprises dans lesquelles vous achetez, aux marques que vous consommez. Et ce constat est partagé par beaucoup de Français. Je repasse à la présentation. Voilà, donc ce constat est partagé par les Français. Dans le dernier baromètre de la consommation responsable, on se rend compte que 84% des Français disent avoir besoin de preuves pour croire aux engagements des marques et des industriels.
30% seulement des Français font confiance véritablement aux entreprises, alors même que 3/4 des Français souhaitent consommer de façon responsable. Donc on se rend compte que voilà, il y a un besoin de plus d'informations pour que les gens croient vraiment que les entreprises sont engagées pour une transition durable et responsable. Alors on peut se dire, autant les consommateurs ne sont pas tellement informés, ce n'est pas génial, mais pourquoi pas? Mais est-ce que les autres acteurs des écosystèmes des entreprises ont plus d'informations? Est-ce que, par exemple, les actionnaires des entreprises, est-ce que les investisseurs ont plus d'informations? Pour ça, où est-ce qu'en général les investisseurs et les actionnaires trouvent les informations? Elles les trouvent dans le rapport annuel des entreprises. Donc le rapport annuel d'une entreprise, c'est un rapport qui est publié, comme dans le titre, de façon annuelle. C'est une obligation pour toutes les grandes entreprises, pour les grandes et les moyennes entreprises et les entreprises qui sont cotées en bourse ou qui utilisent les moyens de financement public. Donc ce rapport annuel, il doit être audité, c'est-à-dire contrôlé par une entreprise comme la mienne, KPMG. Il doit être audité et assuré par un auditeur indépendant. Cela permet de donner des gages de transparence et d'intégrité dans ce qui est publié par l'entreprise. L'entreprise doit publier, entre autres, ses états financiers dans lesquels elle donne le chiffre d'affaires qu'elle a fait pendant l'année. Elle donne également quels sont les investissements qu'elle a faits, quelle est la stratégie générale de l'entreprise. Donc le rapport annuel est l'un des endroits où les investisseurs, les actionnaires ont l'information dont ils ont besoin par rapport aux entreprises. Le rapport annuel d'une entreprise, des grosses entreprises par exemple, ces rapports sont toujours disponibles gratuitement en ligne. Les rapports des petites entreprises peuvent aussi être disponibles en ligne, mais souvent ils sont payants. Mais toutes les entreprises les plus grandes doivent le publier de façon gratuite et en ligne, de façon obligatoire. Je vais vous parler également d'une autre directive, d'un autre type de rapport financier. Donc, les entreprises, celles que j'ai citées précédemment, qui doivent publier un rapport annuel, doivent également publier un rapport non financier qui parle de leur stratégie ESG. Cette obligation est entrée en vigueur depuis 2013 et les entreprises doivent donc parler de leur stratégie ESG également. Mais quand on analyse les rapports financiers et les rapports non financiers des entreprises, on se rend compte que les investisseurs et les actionnaires n'ont pas non plus tant d'informations que ça. Quand on analyse les rapports financiers de cette année des entreprises, on se rend compte que 98% des entreprises ne donnent pas tellement d'informations sur les risques environnementaux auxquels elles sont soumises. On se rend compte que sur 134 entreprises auditées, il y a des non-cohérences entre les rapports financiers et les rapports non financiers. Par exemple, une incohérence. Une entreprise dit dans son rapport annuel « Je vais être neutre en carbone en 2030 ». Être neutre en carbone en 2030, ça implique, par exemple, la cessation de certaines activités, la cessation des activités les plus polluantes. Et on se rend compte que ce n'est pas écrit dans l'état financier. Dans l'état financier, l'entreprise doit écrire dans une dizaine d'années, toute cette activité-là va être supprimée, donc je n'aurai plus de revenus de cette activité polluante-là. Donc voilà, les entreprises ne donnent pas d'informations transparentes à leurs actionnaires, à leurs consommateurs, alors qu'aujourd'hui, on a besoin de ces informations-là. Pourquoi on a besoin de ces informations-là ? On a besoin de ces informations-là pour financer la transition énergétique. Si on ne sait pas de quoi a besoin l'entreprise pour arrêter, par exemple, les activités les plus polluantes et aller vers une transition verte, comment fait-on pour financer cette transition si on ne sait pas exactement de quel financement on a besoin ? C'est pour ça que l'Union européenne entre en jeu. Et en 2019, l'Union européenne a lancé un plan qui s'appelle le Green Deal, qui est un plan massif jusqu'en
qui a commencé en 2020 et qui court jusqu'à 2030 pour que l'Europe devienne le premier continent qui soit neutral en carbone d'ici 2050. Donc l'Union européenne a lancé un paquet législatif pour atteindre ces objectifs-là. Donc ce Green Deal est composé de... Aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de textes législatifs qui ont été lancés. Et l'objectif principal, c'est de créer les mécanismes qui font que les investissements soient dirigés à partir de maintenant quasi uniquement vers des investissements propres. Alors pour ça, je vais parler très rapidement du processus législatif de l'UE. Donc, l'Union européenne vote des lois. C'est l'une des principales activités du Parlement européen. Donc les textes sont proposés par la Commission européenne. Ensuite, ils sont transmis au Parlement européen. Si le Parlement européen est d'accord, le texte est envoyé au Conseil européen. Donc le Conseil européen, c'est l'ensemble des chefs d'État de l'Union européenne. La Commission européenne, ce sont des commissaires européens choisis par les chefs d'État. Donc ça, tout commence par la Commission européenne. Ensuite, le texte passe au Parlement. S'il est voté, il passe au Conseil. Et si le Conseil vote le texte, la loi est adoptée. L'Union européenne vote deux types de lois, des directives et des règlements. Les directives, ce sont des lois qui sont d'ordre général et que chaque pays va ensuite traduire dans sa propre loi. Les règlements sont des textes de loi qui s'appliquent automatiquement dès leur adoption à tous les pays. Donc chaque pays ne va pas ensuite choisir quelle partie du règlement elle va adopter, tandis que dans la directive, les pays peuvent choisir certaines zones d'application et choisir un peu leur calendrier d'application. Donc voilà. Je vous disais donc que l'Union européenne a décidé de mettre en place un paquet législatif qui s'appelle le Green Deal. Donc ils se sont lancés, ils ont commencé à voter des lois. Ils en ont voté beaucoup, beaucoup, et il y en a aussi beaucoup qui sont encore en cours d'étude. Donc voilà, je laisse la liste se dérouler. Et là, vous n'avez pas toute la liste. Comme je le disais tout à l'heure, il y en a plus d'une cinquantaine. Comme vous êtes ingénieur et déjà proche du monde du travail, il y a peut-être certaines de ces règlements, de ces directives que vous connaissez déjà, mais il y en a forcément qui vont s'appliquer aux entreprises dans lesquelles vous travaillez. J'ai fait un zoom. Par exemple, la directive, celle-ci, la directive sur les équipements radio, c'est la directive qui met en application le chargeur universel à partir de 2024, je crois, 2024. Mais je vais zoomer sur 3 directives. Il y a beaucoup de textes. Mais cette directive, c'est une des directives qui est déjà en application. C'est la directive sur l'usage du plastique, sur le plastique à usage unique. Donc c'est une directive qui a été votée il y a 3-4 ans déjà, qui est en application. Comme c'est une directive, chaque pays choisit son calendrier de mise en application de la directive. Donc la France a décidé que à partir de juillet 2021, la plupart des articles de cette directive seraient mis en application. Un des usages, par exemple, de cette directive, c'est l'article 6. Je pense que je vois une bouteille d'eau cristalline sur des bureaux. Cet article 6 exige que, à partir de la date d'application, ou au plus tard en juillet 2024, que toutes les bouteilles d'eau qui ont un volume maximal de 3 litres, que le couvercle de ces bouteilles d'eau reste en permanence accroché à la bouteille pour éviter d'avoir des petits déchets de bouteilles. C'est pour ça que depuis quelques mois, vous voyez des couvercles en plastique qui sont forcément accrochés aux bouteilles et qu'on ne peut plus enlever comme auparavant. Donc ça, c'est un des articles. L'article 4 et l'article 5 sont déjà des articles qui sont en vigueur,
qui légifèrent, qui empêchent que les cotons-tiges, par exemple, soient en plastique. Aujourd'hui, tous les cotons-tiges sont forcément en papier. La tige du coton-tige est forcément en papier. Donc ce sont des textes d'application, ce sont des textes dont l'application est déjà valable et impactent nos vies au quotidien, impactent les entreprises également dans ce qu'elles peuvent faire, dans ce qu'elles peuvent acheter. On va parler également du règlement éco-design, qui est un règlement qui n'a pas encore été voté, mais qui est un des règlements très importants, qui fait beaucoup parler dans les entreprises parce que ça va créer des règles beaucoup plus strictes pour la conception de tous les produits d'usage quotidien. Donc les produits qui vont être impactés, c'est à peu près tous les biens physiques, comme les téléphones portables, les PC, tout à l'exception des denrées alimentaires et du vivant, les plantes, les animaux. Donc ce règlement éco-design va mettre en place des règles qui vont être des exigences pour tout ce qui est conception des produits. Donc il va y avoir des cahiers des charges pour imposer des limites en termes de durabilité, en termes de possibilité de réemploi, réparabilité de tous les produits, de présence de substances préoccupantes. Et donc, ce sont des règlements qui, je ne dirais pas font peur aux entreprises, mais les inquiètent beaucoup par rapport à tout ce que ça va entraîner en termes d'innovation et de changement de comportement, de changement dans leur supply chain. Le règlement sur les batteries qui a été voté, ou en tout cas voté par le Conseil européen in extremis en décembre dernier, qui est un règlement très important sur toutes les batteries, que ce soit les petites batteries 1,5 volts ou les batteries industrielles, et qui légifère sur quasiment toutes les composantes des batteries. Donc la restriction d'usage de certains composés chimiques comme le mercure ou le cadmium, qui oblige les entreprises à dire l'empreinte carbone qu'a la batterie pendant toute sa durée de vie. Il y a certaines exigences aussi sur le contenu recyclé qu'il y a dans les batteries. Donc à partir de 2032, il faudra que le contenu recyclé en termes de cobalt, de plomb, soit au moins de ces 20%, 85% respectivement. Donc des règles un peu plus strictes en termes d'économie circulaire, en termes de conception et de recyclage de tous les produits d'usage quotidien. Ça, c'est un règlement que j'aime beaucoup, qui est sur les gaz fluorés. Les gaz fluorés sont des gaz d'utilisation quasi quotidienne parce que ce sont des gaz qui sont utilisés par exemple dans les liquides de refroidissement des réfrigérateurs, ou qui sont utilisés dans tout ce qui est équipement interrupteur ou d'isolation électrique Pas pour les interrupteurs de maison, mais plutôt pour les interrupteurs à haute tension. Donc, dans tous ces équipements-là, il y a des gaz fluorés. Et ces gaz fluorés, il a été démontré que ce sont des gaz qui ont un fort impact sur l'effet de serre. Donc, à partir du moment où sera votée définitivement cette loi, on espère d'ici le second trimestre 2023, tous ces gaz fluorés vont être limités dans leur utilisation et de nouvelles contraintes, de nouveaux requis en matière de recyclage de ces gaz fluorés vont être mis en place. Il y a par exemple le hexafluorure de soufre, qui est un gaz qui a un global warming potential, c'est le potentiel de réchauffement global. Le potentiel de ce gaz est 25 000 fois supérieur à celui du CO2. Donc on espère que d'ici 2024, ce gaz SF6 sera complètement banni, sera complètement interdit dans toutes les applications. Et pour ça, il y a besoin d'innovation pour trouver des solutions de remplacement. Voilà.
Donc, avant de continuer, je fais un petit récapitulatif. Je viens de vous parler des régulations, de certaines directives et de certains règlements qui vont s'appliquer aux produits qui seront mis en service, qui seront mis sur le marché européen. Toutes ces réglementations entraînent une charge administrative, une charge d'innovation sur les entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut que toutes les entreprises soient au courant de la votation de ces lois-là pour se préparer à devenir compliant. J'anticipe un peu la question. Est-ce que d'aucuns vont se dire l'Union européenne impose toutes ces règles-là aux entreprises en Europe, mais qu'en est-il des entreprises ailleurs ? Pourquoi tous les efforts devraient être faits par les entreprises européennes ? L'Union européenne a commencé à voter toutes ces lois, mais il y a beaucoup d'autres pays qui suivent l'exemple de l'Union européenne et beaucoup de lois restrictives sont en train d'être votées dans d'autres pays. Et le fait que l'Union européenne vote ces lois en Europe est également valable dans les autres géographies. Donc les entreprises qui sont installées en Europe n'auront plus le droit par exemple, d'utiliser des gaz fluorés en Europe, mais elles n'ont plus le droit non plus d'utiliser ces gaz-là dans d'autres géographies. L'Union européenne vote aujourd'hui des lois qui sont restrictives autant pour l'usage européen que pour l'usage un peu partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est ce qui s'applique aux produits. Maintenant, en termes de transparence, on parlait au début de la transparence. On veut plus d'informations, juste dans les rapports annuels des entreprises, on veut savoir exactement ce qui se passe dans les entreprises. Alors l'Union européenne a voté également des textes de loi en matière de reporting, donc ce que les entreprises doivent noter dans leur rapport annuel. J'ai zoomé sur trois textes très importants. Donc la taxonomie européenne, dont on parlait en tout début, et les directives de reporting obligatoire, CSRD et SFDR. Voilà. La taxonomie européenne. Je vais clarifier tout de suite ce qu'est la taxonomie. La taxonomie, c'est comme un dictionnaire. C'est un dictionnaire dans lequel l'Union européenne a listé toutes les activités qu'elle conçoit comme des activités qui permettent d'aller vers la transition verte. C'est tout simple. Donc dans la taxonomie, dans le texte de loi et dans les actes complémentaires du texte de loi, il y a une liste d'activités avec des descriptions précises, des caractéristiques précises que l'activité doit avoir pour être définie comme une activité responsable. Donc la taxonomie est un texte qui est en application depuis janvier 2022 maintenant. Et donc les entreprises ont déjà commencé à faire du reporting sur la taxonomie. Aujourd'hui, la taxonomie est applicable quasi uniquement aux grandes entreprises, celles qui empruntent sur les marchés financiers, avec un S, et celles qui ont plus de 500 employés. Donc voilà, toutes les entreprises qui agissent sur les marchés financiers doivent être compliant avec ce règlement-là. Donc les principales résolutions de la taxonomie, donc comme je vous disais, la taxonomie définit quels sont les critères de durabilité environnementale pour qu'une activité puisse être définie comme verte et donc bénéficier des investissements des investisseurs. Et la taxonomie impose aux entreprises de mettre dans leur rapport financier chaque année quel est le pourcentage de leur chiffre d'affaires qu'elles font sur ces activités-là, quel est le pourcentage d'investissement qu'elles font, on appelle ça CAPEX,
et quel est le pourcentage des investissements dans leurs opérations qu'elles font également sur les activités qui sont vertes. Je vais présenter très très rapidement un concept qui s'appelle le concept des limites planétaires parce que ça a été utilisé dans la définition de la taxonomie. Donc les limites planétaires sont des limites qui ont été définies par un groupe d'experts scientifiques du Stockholm Institute of Science. Donc ce sont des limites qui sont définies donc, ici dans le cercle vert. Tant qu'on ne dépasse pas ces limites-là, on est dans la zone un peu sûre dans laquelle la planète et les humains peuvent fonctionner sans qu'il y ait trop de soucis. Et dès qu'on dépasse ces limites planétaires-là, on arrive dans des zones où un peu la planète peut s'emballer et on arrive à des phénomènes environnementaux extrêmes ou inattendus. Donc on a 9 limites planétaires. Il y a par exemple la diminution de la couche d'ozone, l'intégrité de la biosphère, donc les animaux, les végétaux, tout l'écosystème, est-ce qu'il reste intègre ou pas, le changement climatique, la disponibilité en eau potable, etc. Ou les entités nouvelles. Donc par exemple, on a dépassé, là vous avez le statut des 9 limites planétaires en avril 2022. En avril 2022, on a dépassé cette limite pour les nouvelles entités parce qu'on s'est rendu compte qu'on a introduit sur la Terre beaucoup trop de plastique et on est arrivé au niveau de plastique où on dépasse la limite planétaire des nouvelles entités. Donc la nouvelle entité, c'est le plastique. Donc, voilà. Ces limites planétaires ont été utilisées pour définir quels sont les objectifs que les activités doivent avoir pour être définies comme durables. Donc, les activités doivent participer à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation au changement climatique ou à la protection des écosystèmes. Donc maintenant, je vais vous parler en pratique de la taxonomie. Comment les entreprises mettent-elles en pratique cette taxonomie? C'est compliqué de dire, vous regardez dans le dictionnaire, vous voyez quelles activités vous faites et vous donnez dans votre rapport annuel quel pourcentage de cette activité propre vous avez. Dans les faits, c'est assez compliqué à mettre en place parce que du coup, chaque entreprise doit faire une liste exhaustive des activités économiques qu'elle fait. Pour une entreprise d'hôtellerie, à la limite, c'est facile. Mais pour une entreprise, un conglomérat comme Siemens, par exemple, qui fabrique des machines, qui fabrique des réfrigérateurs, qui fabrique des machines médicales, qui fabrique des trains, qui produit du gaz naturel, c'est beaucoup plus complexe parce que les activités sont diversifiées et il y en a beaucoup. Donc les entreprises doivent dans un premier temps définir toutes les activités économiques qu'elles font, regarder dans le dictionnaire, dans la taxonomie, si leurs activités font partie des activités que l'Union européenne a décrites comme des activités durables. Donc ça, c'est la première partie, ici. On définit les activités, on regarde dans la taxonomie si elles y sont. Par exemple, une activité qui est dans la taxonomie, c'est la fabrication de batteries ou la fabrication de véhicules électriques. Ce sont des activités qui font partie de la taxonomie. Donc, si Renault, par exemple, peut trouver des activités éligibles ici, fabrication de véhicules électriques. Ensuite, donc voilà, ici, il y a les activités éligibles à la taxonomie. Ensuite, l'entreprise doit regarder dans la taxonomie. Sur chaque activité, il y a des critères bien précis. Donc l'activité peut être éligible, mais ensuite, il faut voir si l'activité est alignée sur la taxonomie. Pour être alignée sur la taxonomie, une activité doit avoir un impact substantiel sur un des objectifs listés ici,
Donc, atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, protection de l'eau et des océans, transition vers une économie circulaire, limitation de la pollution et la protection des écosystèmes. Donc, l'activité doit avoir un impact substantiel sur un de ces objectifs-là. Une fois qu'elle a un impact substantiel sur cet objectif-là, les critères sont définis dans la taxonomie, il faut prouver que cette activité n'a aucun impact négatif sur les autres activités. Donc, par exemple, fabrication de batteries, ça a un impact substantiel sur l'atténuation du changement climatique. Il faut vérifier que pendant la production de la batterie, on n'attaque pas un de ces autres objectifs-là. Donc, par exemple, est-ce que pendant la production des batteries, on ne pollue pas des rivières? Est-ce que sur les sites dans lesquels sont produites ces batteries, on ne détruit pas une partie de l'écosystème? Donc ça, c'est un critère, le « do no significant harm », ou voilà, ne pas avoir d'impact négatif. C'est un des gros points de la taxonomie, parce que l'Union européenne a défini de nombreux critères pour s'assurer que les activités durables ne polluent pas derrière ou ne participent pas à une pollution plus généralisée. Une fois que ce critère-là est validé, il faut ensuite vérifier les critères, les minima sociaux. Les minima sociaux sont des critères additionnels pour prouver que l'activité propre, pendant la réalisation de cette activité propre, par exemple, on ne fait pas travailler des enfants, vraiment sur toute la chaîne de production, que ce soit au début du sourcing des matières premières jusqu'à la fin de la réalisation du produit, on protège les minima sociaux qui ont été définis par l'Union européenne. Donc, on ne fait pas travailler les enfants, il n'y a pas de travail forcé. L'entreprise ne travaille pas dans des zones de guerre, par exemple. Donc, tous ces minima sociaux-là sont également définis. Et une fois que l'activité, elle remplit tous ces critères-là, on peut dire que cette activité est alignée. Donc, pour qu'une entreprise puisse avoir aujourd'hui des activités alignées, il faut vraiment du travail. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile, parce qu'aujourd'hui, les supply chains tels qu'on les connaît ne sont pas maîtrisés, et on sait que beaucoup de sourcing de matières premières sont faits dans des zones où les enfants peuvent travailler, où par exemple il y a du travail forcé, et donc ce sont des choses qui ont été prises en compte au moment de la mise en place de la taxonomie. Et enfin, une fois que l'activité est alignée, l'entreprise doit calculer son chiffre d'affaires, ses CAPEX, ses OPEX, fait à partir de cette activité-là, et ensuite peut les mettre dans son rapport annuel. Voilà. Ça, c'est une grosse partie de cette taxonomie-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce processus-là? Oui. C'est plus une question, mais comment vous faites pour surveiller, par exemple, qu'il n'y ait pas de travail d'enfants ou de travaux forcés? L'Union européenne a mis en place 2 critères. Donc, il faut que l'entreprise ait mis en place un système qu'on appelle un système de compliance. Donc, un système dans lequel c'est vérifié sur toute la chaîne d'approvisionnement, donc que ce soit les fournisseurs ou l'entreprise elle-même, que tous aient un système de compliance. Dans un système de compliance, il y a par exemple le fait qu'un code de conduite est établi, le fait qu'il y a des mécanismes pour dénoncer des mauvais comportements, il y a des mécanismes pour gérer si une situation négative se produit, par exemple. Donc, il faut que tout ce système-là soit en place dans une entreprise et que le système soit effectif. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de surveillance est que dès qu'il y a un événement négatif qui apparaît, si par exemple un travailleur dénonce quelque chose qui se passe dans l'entreprise ou qu'une ONG publie
des informations qui mettent en cause l'entreprise, dès que ça se passe, tout de suite, on dit que l'entreprise n'est plus alignée sur ce critère-là. Donc, c'est vraiment sur, on appelle ça la matérialité, le fait qu'un événement se produise. Donc, tant qu'aucun événement se produit, on se dit que le système de compliance existe et est fonctionnel. Mais dès qu'un événement se produit, on se rend compte que voilà, le système n'est pas fonctionnel et que, du coup, l'entreprise n'est pas alignée. Mais voilà. Une autre question dans la salle, j'arrive. Bonjour. Juste pour rebondir sur la question de mon collègue, quelles sont les autorités compétentes qui justement permettent de recenser ces dénonciations négatives et comment est-ce qu'elles procèdent justement pour engager des procédures d'exclusion de cette activité ou de cette entreprise? Oui. Donc, comme je disais, le système de compliance doit avoir un outil pour recenser les événements négatifs. C'est dans la définition d'un système de compliance. Donc, on se dit que s'il y a un événement négatif, des enfants qui travaillent, il y a des gens pour dénoncer ça via ce système-là, que ce soit les ONG ou d'autres parties prenantes. Et il y a également tout ce qui est connu de la justice, par exemple. Donc, si une ONG est au courant de certains faits, elle les a peut-être apportés à la justice avec des preuves, et ça, c'est un élément qui permet de recenser les cas de non-compliance. C'est un peu la même question. Je voudrais savoir pourquoi ne pas se rendre sur place pour voir soi-même en fait les faits au lieu de se fier aux paroles qui sont données par les ONG. Tout simplement parce que le volume à auditer serait énorme. La taxonomie en Europe, il y a, je dirais aujourd'hui, qu'il doit y avoir 10 000 entreprises qui sont impactées et dans 2 ans, elle sera étendue et il y aura quasiment 70 000 entreprises. Donc c'est très compliqué d'auditer toutes ces entreprises-là. Et donc on se base sur la matérialité. Le fait qu'un événement assez important ou moins important se produise et qu'il soit recensé et mis devant la justice. C'est le niveau d'efficacité qu'on peut avoir pour l'instant et bien sûr c'est perfectible. J'aimerais revenir vite fait sur le CFC. Comment, ça va être le même type de question, mais comment savez-vous quelle entreprise émet ou utilise encore ce type de substance, étant donné que les gaz fluorés SF6, parce que sur ces gaz-là qui ont un véritable impact sur l'effet de serre, il y a déjà une obligation de recensement. Les entreprises qui en utilisent sont obligées de le recenser. Vous pouvez ne pas le faire, mais dès que vous passez la douane, dès que vous achetez ce produit et que vous arrivez à la douane, on saura que vous en achetez. Et là, vous aurez des problèmes. On va continuer la présentation. Très bien. Donc, du coup, comme je vous le disais, la taxonomie est en place depuis l'année dernière et donc il y a déjà des entreprises qui ont fait leur première année de reporting sur la taxonomie. Donc j'ai recensé quelques entreprises françaises. Donc la première, c'est Alstom. Ce sont toutes des entreprises de l'indice CAC 40. Donc il y a Alstom, Engie et Michelin. Alstom, Michelin, Engie plutôt. Voilà. Donc par exemple, Alstom a recensé 57% de ses ventes dans des activités éligibles. Ce n'est pas très visible, mais comme je le disais, toutes ces infos-là sont disponibles gratuitement sur les sites des entreprises. Donc Alstom a 57% de ses activités qui sont éligibles à la taxonomie. Voilà. La mise en place de cette régulation est un vrai challenge pour les entreprises
Et il y a vraiment un impact dans toute l'entreprise. Au début, les entreprises nous parlaient d'une charge administrative qui est due à l'intensité de ces requis-là, surtout le do no significant harm, ne pas impacter négativement, et les minima sociaux entraînent une charge de travail supplémentaire parce qu'il faut vérifier, non pas uniquement dans l'entreprise, mais également sur toute la supply chain. Il faut aller voir ses fournisseurs et leur dire, aujourd'hui, on a besoin de gages de ce que vous faites, on a besoin d'avoir des clarifications sur comment vous menez votre business pour que Alstom puisse dire « je suis compliant avec un do no significant harm », il faut que tous les fournisseurs de Alstom, au moins les fournisseurs directs, puissent être compliant aussi. Donc il y a une charge administrative que ça implique. Ça implique aussi que les entreprises se retrouvent à être de moins en moins financées. Donc par exemple, les fonds d'investissement commencent à se retirer des entreprises qui ne présentent pas ces gages-là d'investissement durable. Donc il y a un accès au financement qui commence à être compliqué, donc une réduction de l'offre pour les entreprises qui n'ont pas des activités vertes. Ça demande aussi aux entreprises un retravail de leur stratégie pour aller vers une innovation durable, donc pour aller vers une conception de nouveaux produits qui se rapprochent de la demande des clients et aussi de la demande des marchés financiers pour des produits plus verts. Et ça demande bien entendu le fait que la rémunération et les incitations des managers, des exécutifs des entreprises soient dirigés vers l'atteinte de ces objectifs durables. Voilà. Donc ça, c'est pour la taxonomie. J'espère que la taxonomie est un peu plus claire pour vous maintenant. Et on va parler en dernier de la CSRD qui a été votée également en décembre, in extremis, qui est une nouvelle règle, une nouvelle directive de reporting qui s'applique. Elle a été élargie, maintenant elle s'applique même aux petites et moyennes entreprises. Je pense que sont exemptées les micro-entreprises, donc c'est vraiment un large spectre d'entreprises qui doivent, à partir de 2024 pour les grandes entreprises et 2025-2026 pour les petites et moyennes entreprises. Donc toutes les entreprises doivent reporter de façon annuelle ce qu'elles font pour le développement durable. Quel est leur RSE? Et pour ça, l'Union européenne a mis en place un cahier des charges avec une façon quasi obligatoire de reporter tout ça pour que ce soit transparent, comparable d'une entreprise à une autre et comparable d'une année à une autre pour la même entreprise. Donc le reporting est annuel. Le reporting va contenir les déclarations de la taxonomie environnementale et ce rapport va être assuré. Je vous parlais de l'assurance des rapports financiers précédemment. Donc l'assurance d'un rapport financier ou non financier dans ce cas-là est fait par une entreprise d'audit. À nouveau, une entreprise d'audit comme la mienne, KPMG. Et c'est un gage que l'entreprise d'audit donne. L'entreprise d'audit dit « J'ai regardé le rapport financier et le rapport non financier de cette entreprise. Avec les données qu'ils m'ont fournies, je dis que je vous assure, j'assure les marchés financiers, j'assure le public que ces informations-là sont justes. » Donc, l'assurance est un critère très important parce que ça permet de la clarté et ça permet d'augmenter la confiance que le public ou les marchés ont sur ce qui est noté, même dans les rapports annuels des entreprises. Donc voilà, CSRD, c'est une directive très importante qui va entrer en vigueur à partir de 2024. Et très rapidement, il y a beaucoup de critères de performance qualitatifs et quantitatifs qui deviennent obligatoires avec la CSRD.
Par exemple, que les entreprises clairement disent quel est leur niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ce qui est reporté dans la taxonomie doit être reporté dans la CSRD. Il y a également en termes de critères sociaux, par exemple, l'entreprise doit donner quel est le pourcentage de ses employés qui sont couverts par une mutuelle. L'entreprise doit dire quel est le gap de rémunération entre les hommes et les femmes. Donc il y a des critères plus clairs pour calculer ce gap. L'entreprise doit donner son ratio entre la personne la plus payée et la personne la moins payée de l'entreprise. L'entreprise doit donner également le nombre de personnes avec de personnes handicapées employées. Donc ça, c'est pour les critères sociaux, entre autres. Et dans les critères de gouvernance, l'entreprise doit dire si elle fait des activités de lobbying, quelle est la somme qu'elle dépense chaque année pour ces activités de lobbying. Elle doit dire quelles sont ses pratiques de paiement, donc à combien de jours elle paye ses fournisseurs. Et ce sont autant de gages de la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Donc, des critères très importants. Et pour finir, on va parler de ce qu'impliquent toutes ces régulations-là, autant toutes les directives et régulations du Green Deal qu'on a vues, la taxonomie environnementale et la CSRD, tout ce que ça implique comme transformation de l'entreprise. Donc ça implique une transformation fondamentale de l'entreprise, de sa stratégie, des produits qu'elle conçoit, des produits qu'elle met sur le marché. Ça demande une transformation aussi de toute la partie juridique et légale parce qu'il faut être compliant avec de nombreuses directives et règlements. Parce que être compliant avec la taxonomie ou avec la CSRD, c'est une licence pour travailler. Si vous n'êtes pas compliant avec la taxonomie, l'Union européenne ou votre pays peut décider d'arrêter vos activités dans le pays. Ça demande aux entreprises de recruter autant pour l'innovation dans les produits que pour la gestion de tous ces critères qualitatifs et quantitatifs de RSE. Donc il faut recruter des personnes qui s'y connaissent un peu en RSE. Ça demande une nouvelle façon de financer, ça demande un sourcing plus responsable. Et ça entraîne pour vous de nombreux nouveaux métiers. Par exemple, le conseil et l'audit en ESG, que vous pouvez faire dans des cabinets comptables ou dans des cabinets d'audit financiers ou non financiers. Les experts en bilan carbone sont très demandés parce que ce sont des compétences très spécifiques demandées aux ingénieurs. Et enfin, des ingénieurs en intelligence artificielle parce qu'il y a des volumes de données, il y a des lacs de données qui sont à analyser pour être compliant avec chacune de ces réglementations-là. Donc voilà, j'arrive sur la fin de ma présentation. J'espère que toutes les informations que je vous ai données là vous donnent plus de clarté à ce thème de l'ESG ou de la responsabilité sociétale des entreprises, que quand on parle de taxonomie environnementale, ça vous parle un peu plus, que ça vous a donné des informations pour être au courant des règlements et des directives à venir de l'Union européenne sur tout ce qui concerne la conception responsable, les produits éco-conçus et que voilà, vous pourrez les appliquer, les mettre en place dans vos entreprises ou tout au moins être vigilant à toutes ces réglementations-là dans vos travaux au quotidien et aussi dans votre vie. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions ? On a 4 minutes là. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Donc par mail également, causerie au pluriel idfc@cesi.fr.
On a une question donc au niveau, là on parlait donc de l'Union européenne, au niveau international, puisque c'est des entreprises qui sont dans plein de pays, qui ont une vocation à être internationales. Est-ce qu'il n'y a pas des pays où justement on ne peut pas s'implanter, est-ce que la législation de l'UE pose problème pour certaines entreprises qui voudraient se déployer à l'international, par exemple ? Je dirais que ça pose plutôt problème aux entreprises, des problèmes de compliance dans d'autres pays. Donc de pouvoir vérifier que tous les critères de do no significant harm sont vérifiés dans d'autres pays ou des minima sociaux sont vérifiés dans d'autres pays, c'est peut-être là qu'il y a un souci, mais je ne pense pas que ça pose problème par rapport à des législations dans... Parce que justement, par rapport à ce que vous dites, il semblerait assez difficile dans d'autres pays où les règles sont peut-être plus laxistes, on va dire, sur certains critères. Finalement, il n'y a pas de relevé de ces critères-là, puisque ça fait partie intégrante du pays, ou en tout cas, c'est pas relevé. C'est des choses qui seraient relevées dans l'Union européenne. Oui. Voilà. Donc, mais l'entreprise a le devoir de les mettre en place dans son écosystème, même ailleurs. Parce que tout à l'heure, vous parliez du fait que sur toute la chaîne, fournisseurs, etc., chaque, on va dire, entité a mais en tout cas, il y a un système de compliance local. Enfin, on va dire, on ne peut pas être partout. Une entreprise ne peut pas envoyer des gens, des salariés chez tous ses fournisseurs et tous les différentes parties. Mais elle doit quand même demander des preuves. D'accord. Oui, mais comme les législations sont différentes dans les pays, c'est ça que je me disais, comment vérifier que finalement... que les fournisseurs sont compliants. Ouais. Il faut leur demander une mise aux normes, au moins pour les produits qui sont fabriqués pour l'entreprise. Une question ? Bon, tout a été clair. Ah, une question ici. Quels sont les risques encourus par les entreprises qui qui se disent éligibles à une taxonomie et qui finalement se révèlent ne pas l'être ? Est-ce qu'il y a des sanctions prévues ou pas ? Il y a des pénalités financières qui sont mises en place pour les entreprises. Une entreprise peut dire j'ai 10% en 2022 et en 2023 mettre un erratum dans son rapport annuel. J'ai fait une fausse déclaration en 2022. Voilà, c'est de bonne foi que j'ai fait une erreur. Si en revanche l'entreprise fait une erreur de mauvaise foi qui est relevée plus tard par son auditeur ou des parties prenantes extérieures, il y a des pénalités qui sont définies dans les pays, dans chaque pays, pour les entreprises qui sont de mauvaise foi. Et il y a, comme je disais, une license to operate. Ça fait que si vous mentez de façon constante, à la fin, votre pays peut vous demander d'arrêter vos opérations dans le pays. Quand on arrive à des cas vraiment extrêmes, c'est écrit dans la directive, c'est aussi une license to operate. On va devoir conclure. Merci beaucoup encore. On peut applaudir chaleureusement Madame Batossi. Alors, vous avez la possibilité, si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas d'envoyer à causerie@idfc.fr et Madame Batossi aura le plaisir de vous répondre après. Donc, je vous rappelle que de nombreux causeries sont disponibles sur le replay, le YouTube Saisie, sur la playlist Les Causeries Saisies. Vous n'hésitez pas à y aller. Sur les 2-3 dernières années, on a quasiment 80% de causeries disponibles. Je vous rappelle également que vous pouvez vous-même proposer des intervenants ou des thématiques qui vous sembleraient intéressantes via causerie@idfc.fr. Et puis, comme la programmation se fait annuellement, dès le mois de mai-juin, ce sera une possibilité d'analyser tout ce que vous proposez pour intégrer, pourquoi pas, pour la saison d'après. Donc la semaine prochaine... Donc là, je rappelle, causerie@idfc.fr, le YouTube Saisie avec la playlist Les Causeries Saisies. La semaine prochaine, je vous propose une causerie sur l'innovation et le design, innover par le design. Donc pareil, une thématique encore tout à fait d'actualité qui touche toutes vos formations et qui sera un vrai atout aussi pour vous.
Je vous invite à nous rejoindre par le live. N'hésitez pas à diffuser le lien à vos tuteurs, à vos parties prenantes, aux institutionnels, à votre réseau personnel et professionnel. C'est gratuit, pas d'inscription, un clic à 13h et vous suivez la causerie de la semaine. Merci à tous, très bon après-midi, prenez soin de vous.